Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je me suis mis dans cet endroit, oh, c'est rigolo ces petits cœurs, ça fait longtemps que j'avais pas fait des petits trucages comme ça. Wouh. Je me suis mis près du feu parce que on va faire un petit peu de lecture. Et oui, il y en a qui sont abonnés à la chaîne ou qui passent de temps en temps et qui aiment bien mes instants de lecture. Alors, cette vidéo, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais me mettre dans le petit coin parce que sinon je vais avoir trop chaud. Et puis bon, j'ai quand même peur, parce que c'est vraiment très chaud. Hein. Je me mets dans le petit coin. Voilà, il y a Miss Nounoun à côté de moi. On s'installe tranquillement. Et alors, on va déguster un Bernard Werber. Bah oui, parce que j'avais envie de faire plaisir à notre très chère Ella, qui traverse une période difficile dans son cœur de maman. Alors, il y a quelques personnes qui avaient assisté au chat et qui sont au courant. Donc voilà, Ella a une grande passion pour Bernard Werber, moi aussi. J'ai découvert cet écrivain parce que mon amie Violetta, que j'adore, m'a offert plein de bouquins de Bernard Werber. Et je suis en train de lire La boîte de Pandore. Vous allez voir l'extrait que j'ai choisi de vous lire. Moi, j'ai adoré. Donc j'espère que vous passerez un bon moment avec moi, avec nous et avec la lecture. Pour vous abonner, c'est simple. Vous vous créez un compte Gmail et vous cliquez sur la petite cloche. J'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment recevoir des notifications. Quand je poste une vidéo, vous recevez une petite notification. Moi-même, je suis abonnée à d'autres chaînes YouTube. Et quand ces autres chaînes et personnes postent des vidéos, je reçois une petite notification. Je dis chouette, allez hop, je vais voir. Le dimanche matin, j'aime beaucoup écouter des vidéos en cuisinant, en faisant des choses pas forcément agréables qu'on aime bien faire dans la vie, vous savez, le ménage, des choses comme ça. Et j'écoute des vidéos très intéressantes. Alors qu'il assiste à un spectacle d'hypnose, un homme est choisi dans l'assistance pour participer au numéro final. Dubitatif mais intrigué, René se plie au jeu et se retrouve soudain plongé dans une vie antérieure. Ce n'est que la première. Au fil de ses découvertes, il comprend que ce qu'il a vécu dans ses précédentes existences peut influer sur sa vie présente. Professeur d'histoire, un nouveau défi passionnant se pose alors à lui. Peut-il changer le passé, le réécrire et modifier ainsi la mémoire collective ? De Paris à l'Égypte, en passant par l'Atlantide, un livre drôle et audacieux sur les mécanismes de la mémoire commune ou individuelle et le sens de l'histoire. Bon, je ne présente pas Bernard Werber, si vous pensez que je dois le présenter. Il a écrit une quantité incroyable de livres. J'ai pas encore tout lu, mais mon préféré jusqu'à présent de ce que j'ai lu, c'est quand même l'Empire des Anges. Voilà, je l'ai dit. Ce sera pas le même pour Ella, elle a tout lu, hein. Donc c'est pas le même. C'est parti pour la lecture. Donc c'est un écrivain. À l'âge de 16 ans, il écrit des nouvelles, des scénarios, des pièces de théâtre. Après des études de criminologie et de journalisme, il devient journaliste scientifique. À 30 ans, il rencontre un énorme succès avec son premier roman, Les Fourmis. Bernard Werber propose un nouveau genre littéraire qu'il nomme philosophie-fiction, mêlant science-fiction, philosophie et spiritualité, à travers différents regards exotiques, extérieurs, celui des animaux mais aussi des arbres, des divinités antiques ou de potentiels extraterrestres. Il tente de comprendre la place de l'homme dans l'univers. Moi j'adore.
Allez, c'est parti pour l'extrait. 2, 1, 0. Il n'ouvre pas les yeux. 0, répète-t-elle. Il consent enfin à ouvrir lentement les paupières. Il regarde aussitôt l'heure de sa montre. Il est 23h23. Alors, c'était comment cette fois ? Le couloir est très puissant. Le couloir nettoie. Le couloir relativise tout. Le couloir a un effet extraordinaire. Il remet tout dans une perspective beaucoup plus large. Même la phrase « Je suis un assassin » perd de sa gravité. Oui, je suis un assassin. Mais je ne suis pas que ça. Je suis aussi un jeune soldat de la Première Guerre mondiale. Je suis aussi une vieille comtesse désabusée. Je suis aussi un galérien sicilien plein d'espoir. Je suis aussi 111 autres vies. Je commence à comprendre. La nouvelle phrase qui peut occuper mon esprit est « Je ne suis pas que moi. Je suis beaucoup plus que ça. » L'hypnotiseuse semble inquiète. « Ça va, René ?» René se relève et essaie de se souvenir de chacun des détails de sa dernière plongée. Il y a encore eu une progression. Hippolyte, je pouvais voir ce qu'il voyait. Léontine, je pouvais voir par ses yeux et entendre ses pensées. Zéno, je pouvais voir, entendre ses pensées et dialoguer de l'extérieur avec lui. Avec Geb, j'ai pu non seulement le voir et dialoguer, mais aussi être visible de lui, de telle sorte que nous avons discuté comme deux personnes face à face. Elle relève ses longues mèches rouges. « Vous avez entendu notre dialogue ?» demande-t-il. « Comme à chaque fois, vous avez décrit ce que vous voyez, ce que vous lui disiez et ce qu'il vous répondait. C'est assez surprenant à écouter, surtout si cela s'est déroulé, comme vous dites, bien avant l'an 300 avant Jésus-Christ. Ce que vous n'avez peut-être pas perçu, c'est le niveau de décontraction de Geb. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi à l'aise. Il était complètement détendu. Il émanait de sa personne une sorte d'insouciance et de force impressionnante. Je peux d'autant plus mesurer cette tranquillité que je peux la comparer au stress du soldat Hippolyte, au dégoût de la comtesse de Villombreuse ou à la douleur de vivre de Zéno. Geb était parfaitement serein, sans peur, sans le moindre souci. Je ne savais même pas qu'on pouvait être à ce point détendu. J'avais demandé une vie sereine, mais cela dépasse mon imagination. Comment puis-je vous décrire ce niveau de bien-être ? C'était comme si ce Geb n'avait jamais connu la moindre contrariété depuis sa naissance. Ce que vous avez accompli est remarquable, hein ? Ah bon ? Par rapport aux autres cobayes ? Je vous l'ai déjà dit. Vous êtes vraiment le premier. Vous avez vu que Caroline, la volontaire d'aujourd'hui, a échoué. Elle avait beau être enthousiaste, soit elle était encore trop sceptique, soit elle n'était pas aussi douée que vous. Elle hésite avant de se confier. Je vais vous avouer quelque chose. Avant vous, je n'avais qu'une connaissance théorique de ce protocole. Je l'avais étudié, théoriquement, mais je ne l'avais jamais testé. Ce que vous avez accompli est complètement nouveau. J'ai pensé qu'en me jetant à l'eau, j'y arriverais. Mais je découvre avec vous que ce genre d'expérience peut mal tourner. Voire, comme avec la volontaire d'aujourd'hui, ne pas marcher du tout, n'est-ce pas ? Vous envoyez les gens visiter leur mémoire enfouie, mais en effet, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils vont y trouver. Pour reprendre votre image, vous êtes comme un professeur de plongée sous-marine qui envoie des débutants pour la première fois sous l'eau. C'est pour ça que j'ai accepté de vous réparer. Je ne me rendais pas compte qu'en explorant
Les couches les plus profondes, on pouvait aussi rencontrer un monstre des abysses. Je vais désormais changer l'intitulé de mon spectacle. Je vais me contenter d'hypnose, sans l'expression régression dans les vies antérieures. C'est trop aléatoire. Et à en juger par votre expérience, cela peut même s'avérer traumatisant. Je ne pourrais pas assurer un service après-vente à tous ceux qui débarquent par hasard dans des vies antérieures horribles. Donc, ce sera quoi le nouveau nom du spectacle ? Hypnose et illusionnisme. Et j'ajouterai un super tour de magie que m'a appris mon père qui s'appelle Malgré moi. Cela devrait remplacer avantageusement la régression. Et ce tour au moins, je le maîtrise parfaitement. Renée approuve. Alors elle poursuit. Quand même, je dois vous remercier Renée. Vous m'avez permis de comprendre qu'il est très délicat, voire dangereux d'explorer la mémoire de ces vies antérieures. Tout simplement parce que la plupart des vies de nos ancêtres étaient déplaisantes. Enfin, bon, vous avez eu la chance d'accéder à un ancêtre qui paraissait vraiment détendu. Il fait un signe d'assentiment. Vous êtes satisfait ? Maintenant, oui. Je suis sûre que ce soir, vous dormirez sans difficulté. Et maintenant que vous avez compris comment se déroule la plongée dans vos mémoires antérieures, vous pourrez descendre tout seul pour reprendre votre contact avec Gabe. L'hypnotiseuse met sa veste, éteint le projecteur. Cette fois-ci, Renée ne la retient pas. En revanche, elle lui tend sa carte de visite plastifiée. Il lit « Opale Etchegoyen, psychologue, hypnotiseuse au 06 bip 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 bip, 7 rue des Orfèvres, 75 001 Paris. » Elle reste face à lui. « J'aimerais que vous me rappeliez Monsieur Toledano, pour vous dire si j'ai réussi à dormir. Oui, pour me dire où et quand vivait ce Gabe, simple curiosité. Mais cela me ferait vraiment plaisir de le savoir avec précision. Vous voulez bien ? Il marche sur les berges de la Seine. C'est à cet endroit que je l'ai tué. Il inspire profondément. Ce skinhead dont j'ai raccourci l'existence, qui était-il avant ? Et qui va-t-il devenir ensuite ? Il observe le fleuve, sur lequel un rat mort flotte, glissant de gauche à droite, emporté par le courant. Il faut que j'arrête de m'apitoyer sur mon sort. Désormais, je sais qu'il n'y a pas qu'un seul sac de mémoire. Il y en a plusieurs. Et c'est la découverte de mes autres mémoires qui m'a transformé aujourd'hui en homme capable de tuer. Il rentre chez lui, se couche en espérant que cette fois le sommeil va venir. Il reprend sa Gabe, l'homme qu'il a été, si tranquille, flegmatique et détaché. Le simple fait de l'avoir vu, de lui avoir parlé, d'avoir échangé leur vision du monde, l'a ouvert sur une perspective nouvelle. Par le bienfait de cette simple rencontre, il a l'impression que rien n'est grave. Tant qu'on est vivant, toutes les contrariétés ne sont que des péripéties dans le flux de la vie. Sans elles, on s'ennuierait. Cette rencontre, si brève soit-elle, a déjà transformé Renée. Elle a provoqué l'effet diamétralement opposé à celui de l'ouverture de la porte 109 sur Hippolyte Pélissier. En somme, la connaissance de vie passée est parfois maléfique et parfois une bénédiction. Si peu de temps passé ensemble et pourtant quel bouquet de sensations. Avec Hippolyte, j'ai eu une impression de pesanteur. Avec Gabe, de la légèreté. Renée Toledano remonte son drap jusqu'au menton et s'endort en se remémorant le décor de plage de sable blanc et fin sur fond de cocotiers, l'océan rempli de dauphins joyeux et l'air embaumé du parfum des fleurs exotiques. Mnémos, mu nécessaire. Tout change en permanence, nos chairs comme nos esprits. Dans la Grèce antique, le serpent était le symbole du fleuve l'été de l'oubli. Car le serpent effectue une mue visible
est spectaculaire. Quand il perd son ancienne peau, une neuve apparaît. Durant la mue, le serpent est aveugle. Une fois la mue accomplie, le serpent doit se débarrasser de l'ancienne peau qui l'encombre. De la même manière, durant notre sommeil, nous accomplissons un tri. Nos souvenirs de la veille se séparent en deux. Ceux qu'il faut oublier et ceux qu'il faut mémoriser. Paradoxalement, le phénomène d'oubli, donc d'abandon, de l'ancienne peau est nécessaire au bon fonctionnement de notre cerveau. Si nous devions nous souvenir de tout ce qui nous arrive dans la journée, notre cerveau serait rapidement encombré, puis saturé. Il s'épuiserait à gérer une si grande masse d'informations, ce qui nous empêcherait de réfléchir ou de former de nouveaux souvenirs. Quant aux rêves, leur fonction est de récupérer des morceaux de mémoire qui ont été évacués par erreur et que l'inconscient considère comme nécessaire de conserver malgré tout. Sa paupière se soulève lentement, tel un rideau qui s'ouvre sur une scène. Sa pendule annonce 7h30. Le sommeil est donc revenu. Il a pu dormir. Il s'étire. Il se sent mieux. Il va dans la salle de bain et boit au creux de ses mains. Il se voit dans le miroir et il repense à sa mère. « Maman m'a toujours culpabilisé. Tu n'aurais pas dû. Tu t'es trompé. J'étais sûre que tu n'y arriverais pas. » Jusqu'au fameux « faute avouée est à moitié pardonnée ». Il se souvient que, subrepticement, elle lui avait appris à se sentir coupable de tout, au point qu'il s'était souvent demandé s'il n'était pas indirectement la cause de tout ce qui arrivait de mauvais sur terre. Sa mère lui disait « Il suffit d'une goutte de vinaigre dans le lait pour le faire tourner. C'est l'effet papillon. Une petite bêtise entraîne une avalanche de catastrophes irréversibles. Et cette petite bêtise, c'est comme par hasard toi qui l'as fait. » Sa mère n'avait aucun respect pour moi. Ma mère n'avait aucun respect pour moi. Mais moi, je dois en avoir pour moi. Il faut que je sois plus indulgent envers moi-même. J'ai reçu assez de réprimandes, de leçons de morale. Il est temps que je console l'enfant blessé qui est en moi. D'abord me soigner, après me sermonner si nécessaire. Geb m'a montré une manière de vivre différente. Il faut que j'arrête de me flageller, d'avoir des regrets, de me faire du mal, d'entretenir le fantôme réprobateur de ma mère sur mon épaule. Bon, j'ai tué ce skinhead, c'est fait. Cela ne sert à rien de penser qu'à ça. On ne peut pas remonter le temps. Il s'habille, allume Internet et interroge son moteur de recherche. Cadavre repêché dans la Seine, rien. Puis, skinhead noyé. Mais nulle mention de l'assassinat. Il se sent soulagé. Peut-être qu'il a coulé, qu'il s'est fait dévorer par les poissons, ou broyé par un moteur de péniche. Peut-être que je peux m'en tirer comme ça, sans la moindre enquête. Pendant qu'il prend son petit déjeuner, il retrouve sa routine, celle qu'il pratiquait machinalement avant sa rencontre avec Opale. S'apercevant qu'il a oublié de se raser, il revient dans la salle de bain. Il faut que je change de visage. Dans son miroir, il voit en surimpression l'image d'Hippolyte Pélissier, celle de Léontine Villambreuse, de Zéno et de Geb. Je suis tout ça. Je suis aussi constituée des choix de 111 personnes qui ont dû se dire que, dans leur prochaine vie, elles ne voulaient plus rencontrer les mêmes difficultés. Ils se dirigent vers le lycée. Dans un embouteillage, ils songent. Alors, l'âme serait comme un conducteur qui change de voiture. L'esprit change de corps, vie après vie. Après sa vie épouvantable de galérien, mon âme a souhaité probablement une vie confortable. Après la vie dépourvue d'amour familial sincère de Léontine, elle a voulu probablement une vie sans famille. Après la vie de soldat simple soumis aux ordres de 14-18, elle a souhaité reprendre les rênes de son destin. Machinalement, il allume la radio.
Le présentateur annonce: un homme a foncé avec son camion dans la foule d'un supermarché. Il y aurait au moins 3 morts et une vingtaine de blessés. Même si l'homme a poussé un cri religieux, la piste terroriste a d'ores et déjà été écartée. La police privilégie l'acte isolé d'un homme souffrant de problèmes psychiatriques. Le Conseil institutionnel a bloqué la loi autorisant les individus nés sous X à connaître l'identité de leurs vrais parents. Il semble en effet que plus de 30% des pères devant la loi ne soient pas les pères biologiques et les membres du Conseil constitutionnel craignent que ce genre de révélation ne crée plus de troubles qu'il n'en résoudrait. Mort du dernier survivant des camps de concentration qui vivait à Londres. Cet événement arrive au moment précis où des rumeurs laissent entendre que l'Angleterre aurait décidé de ne plus faire référence à l'existence des camps de concentration dans les programmes d'histoire pour ne pas heurter les convictions de certains parents d'élèves. Rappelons que les théories révisionnistes sont actuellement très en vogue dans plusieurs pays, notamment du Maghreb et du Moyen-Orient, où les thèses négationnistes sont officiellement enseignées dans les écoles. Le ministre de l'Éducation français a pour sa part signalé qu'il maintiendrait l'enseignement de la Shoah malgré les pressions de plus en plus fortes de certains parents d'élèves. À la suite de l'affaire Fiona, où rappelez-vous Cécile Bourgeon, sa mère, avait demandé en mai d'être soumise à l'hypnose pour tenter de se souvenir de l'endroit où elle avait enterré le cadavre de sa propre fille, qu'elle avait assassiné avec la complicité de son compagnon Berkane Makhlouf, la France, succédant ainsi à la Belgique, a décidé de reconnaître la valeur des témoignages sous hypnose dans les enquêtes criminelles. Météo, le beau temps va se maintenir avec des risques de forte chaleur. Une fois sa voiture garée au parking du lycée, René Toledano rejoint la cour de récréation, saluant au passage la statue de l'idole des jeunes. Le proviseur lui adresse un signe d'encouragement depuis la porte d'entrée de son bureau. Avant d'affronter les élèves, il va aux toilettes. Par acquis de conscience, il consulte encore son smartphone pour voir s'il est question d'un noyé dans la Seine. Et puis soudain, son sang se glace. Un corps a été repêché dans la Seine. Il a été identifié comme étant celui d'un certain Helmut Kranz, un sans domicile fixe vivant principalement sur la berge ouest de la Seine. Tout témoin ou toute personne ayant des informations est prié de se signaler à la police. Cela devait arriver. Ils l'ont retrouvé et ils vont bientôt m'identifier et me rechercher. Il est à nouveau tenté de se rendre à la police et à nouveau il se ravise, plus vite que la fois précédente. Ma rencontre avec Guêpe commence à produire des effets. Je me sens moins anxieux. C'est grâce à son mantra « Rien n'est grave, tant qu'on est vivant, tout va ». Il opère une sorte d'effet relaxant sur René. Et puis de toute façon, que la police me retrouve ou non, le fait que je m'angoisse n'y changera rien. Il tire la chasse et se sent prêt à affronter la suite de sa journée, quelle qu'elle soit. Il entre dans l'arène. Il regarde les élèves un par un. Et eux, qui étaient-ils avant de naître? Peut-être qu'eux aussi ont fait des guerres et tué de sang-froid. Peut-être qu'eux aussi, dans leur vie antérieure, ont revêtu des personnalités monstrueuses. Il inspire profondément et entame son cours comme il l'a prévu. Le titre s'affiche sur l'écran. Mensonge de l'histoire officielle et vérité à déterrer. Il commence. Puisque vous réclamez les exemples précis, en voici un, Carthage. Apparaît à l'écran un tableau représentant une bataille où s'affrontent des galères antiques. Les guerres puniques sont les guerres d'un peuple libérateur contre un peuple esclavagiste. Le général carthageois Hannibal Barca, en 218 avant Jésus-Christ, a envoyé une armée en Espagne, puis en Gaule, qui a libéré les peuples sur son chemin. Il les a poussés à mettre en place des systèmes de gouvernement démocratique. Il a franchi les Alpes avec ses éléphants lors de la deuxième guerre punique et, en fin stratège, a battu l'armée romaine dans le nord de l'Italie, notamment durant la fameuse bataille de Cannes. Il a ensuite libéré du joug des Romains les peuples du nord de l'Italie qu'il trouvait sur son chemin. Et lors du siège de Rome, il a épargné ses ennemis au lieu de les massacrer.
convaincu que la violence n'était pas la solution et dans l'espoir que les Romains comprendraient qu'ils devaient respecter les autres peuples au lieu de les soumettre. Un élève lève la main. « Mais alors, monsieur, pourquoi on apprend autre chose avec les autres professeurs ?» Toujours à cause de Michelet, cet historien du XIXe siècle, qui a repris à son compte les boniments précédents pour les ériger en vérité incontestable. Il a écrit à la gloire des Romains, peuple envahisseur, mais qui avait des historiens vivants, quand les historiens carthaginois s'étaient fait massacrer. Et nos ancêtres les Gaulois, demande timidement un autre élève. On ne connaît pas la vraie histoire de nos ancêtres les Gaulois parce qu'ils n'avaient pas d'historiens, seulement des druides ou des bardes. Chez les Celtes, par exemple, c'était la communication orale qui prévalait. Pour se faire son opinion sur l'invasion de la Gaule, on ne dispose que du livre « Commentaire de la guerre des Gaules » écrit par César, mais fruit là encore, d'un coup de propagande de son auteur pour lutter contre son rival Pompée et affermir son pouvoir à Rome. César, en racontant son invasion, a créé un feuilleton suivi par des centaines de milliers de Romains et c'est ainsi qu'il est devenu populaire. César avait compris que les gens s'ennuient et que rien ne les charme plus qu'une histoire dans laquelle un Romain vient conquérir des territoires de peuplade censés être barbares. Le souci de réalisme était secondaire par rapport à la volonté de ménager du suspense. Il est même possible que Vercingétorix n'ait jamais existé, mais a été inventé par César pour se trouver un adversaire à sa mesure. Un peu comme les Grecs avec le Minotaure, questionne un élève du premier rang. Exactement. L'invention de faux adversaires permet de légitimer les pires exactions. Un élève semble préoccupé. René l'invite à s'exprimer. Pourquoi Jules Michelet est-il devenu l'unique référence officielle du passé, monsieur ? Eh bien parce qu'il racontait les histoires avec passion, enthousiasme, fougue, et qu'il arrivait ainsi à susciter une émotion. Il savait mettre en scène les drames et les événements heureux, là où les autres historiens ne faisaient que grainer des faits, des noms, des dates. Dommage qu'il n'ait pas mis son talent au service de la vérité, mais d'une interprétation très personnelle de la réalité. René essaie de trouver la bonne formule. Parmi les peuples qui possèdent l'écriture des historiens, ce seront ceux dont l'historien raconte l'histoire de la manière la plus touchante qui obtiendront une place de choix dans la mémoire collective. Il poursuit son diaporama. Ainsi, les constructeurs de notre mémoire antique se nommaient Tite-Live, Suétone, Tacite, Cicéron pour Rome, Thucydide et Hérodote pour la Grèce. Donc tout ce qu'on sait sur les Romains est faux ? Non, pas du tout. Mais il ne faut pas oublier que ce sont là que des visions parcellaires et partisanes. Elles nous empêchent de comprendre la complexité du réel, plus indulgente envers les civilisations envahies, tout comme pour le cas de la Crète. Carthage était un peuple de commerçants, une civilisation évoluée, subtile, aux navigateurs de talent. Et avec le recul, il semble que les barbares étaient plutôt les Romains qui passaient leur temps dans les arènes à assister à des combats de gladiateurs, à mettre en scène les supplices les plus horribles pour distraire le peuple et à s'entretuer entre dirigeants. Tenez, sur 164 empereurs romains, 48 seulement sont décédés de mort naturelle. Cela signifie que 116 ont été assassinés. C'était un peuple sanguinaire et violent. C'est pour cela qu'ils ont détruit les peuples pacifiques comme les Carthaginois ou les Gaulois, puis ont effacé toutes les traces de leur forfait. Tuer ne leur a pas suffi. Ils ont aussi souillé la mémoire collective. Un élève du centre de la salle lève la main. Mais alors, notre histoire n'est que celle des crimes impunis ? Aurait-il compris autre chose ? J'en suis persuadée. Mais il y a prescription.
On ne peut plus juger les coupables, alors il faut pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier. C'est là qu'intervient l'histoire, non pas pour juger, mais pour rappeler la vérité objective des faits. Donc il faudra dire cela au bac, monsieur ? Il fixe l'élève au fond des yeux. Il perçoit une lueur de défi. René se demande qui il pouvait être avant de naître. Un casse-pied. L'autre le fixe toujours d'un air moqueur. Peut-être même était-ce un type qui m'a déjà agacé dans d'autres vies. René ne se donne même pas la peine de répondre. Il sent toutefois un début d'animosité dans la classe, hostile au discours décalé qu'il propose, bien éloigné des versions officielles dont ils sont coutumiers. Mais cela ne lui importe pas. Il conserve un calme souverain, ce qui lui fait plaisir. Ça y est, je commence à me détacher de ma culpabilité, à accepter le risque de me faire arrêter par la police et passer le restant de mes jours en prison. Ce n'est pas grave, tant que je reste vivant. Merci pour ta décontraction contagieuse, Gabe. Je vais simplement continuer à éveiller les esprits tant que je le peux. Il observe un instant les nuages qui passent par la fenêtre. Je suis vivant et j'agis. Le reste est accessoire. Alors voilà pour cet extrait de lecture concernant ce personnage très sympathique. Alors évidemment, j'ai bien avancé dans le livre et j'ai bien aimé. J'adore ce livre et j'adore cet écrivain. Ah, j'avais envie de vous lire. Donc c'est La boîte de Pandore, le livre. J'avais envie de vous lire La boîte de Pandore. Mnémos, La boîte de Pandore. Oui, vous êtes en train de me dire oui. Oui, c'est de la mythologie, j'adore. Dans la mythologie grecque, Prométhée avait volé le feu à Héphaïstos, le dieu forgeron, pour l'offrir aux mortels. Le dieu des dieux, Zeus, piqua, comme à son habitude, une grande colère. Il considérait que les hommes étaient trop stupides pour mériter un cadeau aussi déterminant qui les ferait devenir trop puissants. Il ne pouvait pas reprendre le feu aux hommes, mais il voulut punir Prométhée de son audace. Pour cela, il échafauda un plan. Il demanda à Héphaïstos de concevoir une femme humaine pour servir de piège. Héphaïstos conçut son corps à partir d'argile et d'eau. Athéna lui donna la vie, des vêtements et l'art de tisser. Aphrodite, la beauté et la séduction. Apollon, le don musical. Et Hermès, la capacité de mentir, de manipuler les hommes. Pour cette raison, elle fut appelée Pandore, le don, entre parenthèses d'Oron, de tous, Pan, entre parenthèses. Pandore était, selon les critères de Zeus, la femme mortelle parfaite, aussi belle qu'une déesse. Elle était vierge, ravissante, intelligente, séductrice. Pandore fut présentée à Hermès à Prométhée, par Hermès à Prométhée. Cependant, ce dernier, dont le nom signifie « celui qui réfléchit avant », flairant le danger, refusa cette femme. Il avertit son frère, Épiméthée, de n'accepter aucun présent de Zeus. Malgré cela, lorsque Épiméthée, dont le nom signifie « celui qui réfléchit après », rencontra la jeune femme, il ne put résister à son charme et voulut aussitôt l'épouser. Ils se marièrent. Cependant, la mariée transportait une boîte mystérieuse que lui avait offerte Zeus.
mais qui lui avait interdit d'ouvrir. Cette boîte magique contenait tous les maux de l'humanité. Une fois installé dans la maison d'Épiméthée, Pandore ne cessait de tourner autour de la boîte. Entre parenthèses, en fait, c'était une jarre en terre cuite. Fermez la parenthèse. Tenaillé par la curiosité que lui avait insufflé Hermès. Un jour, n'y tenant plus, elle l'ouvrit pour découvrir ce que ce simple objet contenait de si terrible. Que n'avait-elle fait? Aussitôt, tous les maux de l'humanité furent libérés. La vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie. Quand Pandore comprit son erreur, elle voulut refermer l'objet magique. Mais il était trop tard. Tous ces malheurs s'étaient déjà répandus dans le monde. Seule l'espérance y resta enfermée. Depuis ce jour, ainsi que l'enseigne le mythe de la boîte de Pandore, les hommes souffrent et n'ont comme seul réconfort que l'espérance. Eh bien voilà, mes amis d'ici ou d'ailleurs. J'espère que ce petit moment partagé vous aura plu. Alors les pouces, les pouces, les pouces, les pouces. On clique, on clique, on clique, on clique, on clique sur les pouces. Comme ça, moi, c'est un repère et puis ça permet au petit robot de Google de dire tiens, ça plaît. On va faire voyager la lecture. La lecture, il ne faut pas qu'elle se perde. C'est important. Ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de notre vie. Je ne me vois pas une seule journée sans lire quelque chose de nourrissant. Un poème, une page ou autre chose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Au-delà du spirituel en vous créant un compte Gmail ou bien si vous avez déjà un compte Gmail, eh bien c'est parfait. Vous cliquez sur la petite cloche et vous recevez une petite notification quand je poste une petite vidéo ou du contenu, ça dépend, ou quand je fais des petits directs. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs, à très bientôt.